Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Essor Franco, le podcast qui met en lumière ceux qui innovent, ceux qui osent et qui font briller l'entrepreneuriat francophone en Ontario. Avant de commencer, je tiens à remercier le gouvernement d'Ontario et du Québec qui nous cofinancent avec le programme dans le cadre du PAFC, le programme d'appui à la francophonie canadienne. Et également, on tourne dans un cadre exceptionnel au Collège Boréal à Toronto. Et plus précisément, merci à l'incubateur EIRI, l'espace d'innovation, de recherche et d'incubation du Collège Boréal, donc, dans lequel on tourne ces magnifiques épisodes. Je suis Nicolas Santos, je serai votre hôte tout au long de cette saison. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Yannick Rose. Bonjour Yannick, comment vas-tu ? Ça va très bien, vous ? Superbe, je suis super excité de t'avoir parmi nous aujourd'hui, puis d'en apprendre plus sur ton histoire. On dit de toi que tu es un serial entrepreneur. Est-ce que c'est comme ça que tu te définis ? En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une journée. C'est en fait rempli de défis, différentes aventures. Et je pense que il faut être avec le cours et pas avoir de résistance. Et des fois, on a des très belles surprises. Et c'est ce que mon parcours a fait tout au long de ma vie. Essayer de, en fait, pas résister nécessairement à les événements qui arrivent et suivre le cours. Prendre les opportunités, j'imagine aussi là où exactement. Elles sont. Tu cites ton parcours. Je crois que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Ton oncle est entrepreneur, tes parents aussi. C'est quoi le parcours de Yannick Rose en fait ? Il commence où ? Et puis après, tu vas en plus aller au Texas. Donc j'ai envie de savoir un petit peu ton histoire en détail. Exactement. En fait, je pense qu'on a quand même... l'histoire est quand même très longue. Alors, je vais essayer de la rendre plus concise possible. Mais en fait, l'histoire entrepreneuriale a commencé dans la famille définitivement. Je vous dirais que mon arrière-grand-père était entrepreneur dans la région de Shawinigan. C'était des Génina et des Bélangers. Définitivement, mon grand-père aussi avait un pool room à Shawinigan. Il y avait un magasin de meubles. Mon oncle avait un restaurant. Un autre oncle était à la compagnie d'électricité qui faisait tous les services à l'Alcan. Un autre membre de la famille avait le magasin général. Mon grand-père avait beaucoup d'immobilier à Shawinigan aussi. Ça fait vraiment partie de ton ADN, en fait. Sur la rue où j'ai grandi, en fait, c'était le maire de la ville qui était de l'autre côté. J'avais le propriétaire des cataractes de Shawinigan, salon funéraire. Alors, c'était pas mal tous des entrepreneurs. Alors, j'étais définitivement dans un environnement très entrepreneurial. Et j'ai jamais eu vraiment des peurs face à qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce que je pouvais accomplir parce que le succès était alentour de moi et les gens osaient oser et prendre des risques. Et mon parcours a démontré ça tout au long de ma vie. En fait, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. C'était très important pour mes parents que j'apprenne l'anglais. Bien sûr. Et que je contrôle l'anglais sans accent, d'être vraiment une personne anglophone. Et aujourd'hui, j'opère beaucoup en anglais. Alors, j'ai fait des camps aussi au Nouveau-Brunswick. J'ai été à l'Université du Nouveau-Brunswick 2 étés pour vraiment apprendre l'anglais. Et j'ai été étudié aussi aux États-Unis. J'ai déménagé dans les années 90 en Ontario. Et j'ai fait un programme de marketing automobile. Ouais. Et qui est inspiré par un de mes cousins qui était là-bas. Puis j'étais à la ville de Québec avant ça pendant plusieurs temps. J'ai fait de la course de ski à Stoneham pendant plusieurs années. Alors, je dis toujours que je suis né à Shawinigan. Ma famille vient de Shawinigan, mais mon cœur est à Québec. Et la plupart de mes amis viennent de la ville de Québec. Et je m'identifie vraiment d'une personne qui vient de la ville de Québec. De la ville de Québec. Même si j'ai pas passé toute ma vie à Québec. En fait, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. J'ai passé beaucoup de temps ici en Ontario. Alors, mon parcours très varié. J'ai vécu, je pourrais vous dire que je me sens pas chez nous nécessairement ici en Ontario. Je me sens pas chez nous au Québec. Je me sens pas chez nous aux États-Unis. Fait que je me sens, à un moment donné, quand on se déplace comme ça, on dirait qu'on a on se sent plus comme un citoyen global ou on se sent, je sais pas comment définir ça. Moi, je dis, exactement. Je pense que surtout le fait d'avoir un premier ministre qui est dans ton comté, on dirait que ça donne une inspiration aussi que tout est possible. Je pense que ça a eu un impact quand même très, très profond de voir quelqu'un qui
qui a pas de barrière et puis qui excelle. Ça a été un premier ministre très excellent pour le Canada, du centre à mes yeux. Bien sûr. Ouais. Et alors, du coup, tu t'es parti au Texas faire tes études, notamment pendant un certain moment. Ensuite, tu vas être amené à revenir au Canada. Tu vas d'abord faire tes armes à Honda, si je me trompe pas. C'est ça. En fait, dans ma vingtaine, suite à en fait, j'ai étudié au Texas. J'ai fait mon degré universitaire au Texas. J'ai demeuré au Texas par la suite. Mm-hmm. Et j'ai travaillé au Texas et j'ai décidé en fait d'aller au Texas parce que je veux dire, mes parents étaient en Floride, avaient une place en Floride, mon grand-père, et l'école avait une association avec le Michigan, le Texas et la Floride. Mm-hmm. Et le Texas, je me suis dit, les Cowboys, ça avait de l'air le fun. J'ai dit, je vais essayer un défi, quelque chose, une aventure qui est différente. Et c'est comme ça que je me suis rendu là. Maintenant, le 11 septembre m'est arrivé et j'ai décidé de retourner au pays. Pas longtemps après. Et là, c'est là que j'ai regardé. J'ai rentré chez Honda Canada, en fait, au niveau des finances. J'étais en charge des assurances. On parle souvent de l'avantage d'avoir la langue francophone. Ben, définitivement, quand on a 25 ans et qu'on se cherche un boulot, parler deux langues, quand c'est un poste national, ça l'aide beaucoup parce qu'il y a toujours la province du Québec et il y a le Nouveau-Brunswick et plusieurs places au Canada où on a besoin de quelqu'un qui parle en français. Et dans les postes de gestion, c'est très important. Alors, c'est comme ça que j'ai décroché l'emploi parce que je parlais français. Ouais. Et j'ai œuvré là pendant peut-être 2 ans. Et par la suite, je regardais d'autres opportunités. Et c'est là que j'ai regardé, j'ai dit, il faut vraiment que je leverage la langue française. Et j'ai regardé les employeurs du Québec. Et c'est là que je suis arrivé avec la Banque nationale. Ouais. La banque n'a pas beaucoup de présence hors Québec à ce moment-là et qui aurait peut-être une opportunité. Et là, j'ai vu une position qui est apparue, puis c'était justement dans les assurances. Alors, j'avais chez Honda maintenant une expérience d'assurance. Ça m'a permis de rentrer à la Banque nationale. Quand je suis rentré à la Banque nationale, en fait, mon patron à l'époque parlait pas anglais. Et le fait que je parlais anglais, ça m'a donné un gros avantage. Mm-hmm. Puis j'ai développé, en fait, le secteur assurance dans l'Hors Québec. Il y avait pratiquement rien quand j'ai débuté. Fait que c'était vraiment un parcours entrepreneur. Ouais. Mais c'était intrapreneur. On utilise le terme intrapreneur, mais je veux dire, c'est rare dans une institution aussi grande qu'une banque où tu peux œuvrer vraiment comme un intrapreneur. Et j'ai eu l'opportunité de le faire et j'ai appris, écoute, j'ai définitivement dans la banque, la plupart des gens œuvrent dans un silo qui serait soit le secteur particulier ou le secteur commercial ou le secteur IROC qu'on appelle. Mais mon secteur, en fait, c'était tous mes clients, je m'occupais de tous les secteurs. Alors, je voyais les plans d'affaires de tous les secteurs de la banque. Ça m'a permis d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les services financiers canadiens et les enjeux dans chacun des secteurs. Alors, écoute, c'était une expérience hors pair, ce qui a fait en sorte que je suis resté là pendant plusieurs années. Et lorsque j'étais là, au lieu de me plaindre par rapport où j'étais et puis vouloir avancer plus vite, j'ai décidé, c'était ma section entrepreneuriale, j'ai décidé de développer un portefeuille immobilier. Mm-hmm. Et j'ai commencé à acheter des bâtisses. C'est là que tu commences un petit peu ton aventure entrepreneuriale, pour le coup, j'ai envie de dire. C'est ça. En fait, à un plus jeune âge, j'ai fait plusieurs moves entrepreneuriales, mais je dirais que l'immobilier, c'est probablement dans le premier move, là, oui. Le vrai move entrepreneurial où j'ai commencé à acheter plusieurs bâtisses. J'ai commencé à, en fait, vraiment développer un flow de cash flow dans les revenus immobiliers. Bien sûr. Et jusqu'à un certain point que mon patron à l'époque me disait, écoute, combien de temps tu vas rester ici à la banque? Parce que tu fais probablement plus d'argent avec tes immeubles que tu fais ici à la banque. Alors, du coup, qu'est-ce qui te faisait rester? Ou en tout cas, qu'est-ce qui te fait travailler aujourd'hui si justement l'argent n'est plus la principale recherche, j'ai envie de dire? Non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus que l'argent. Ça m'a amené... après, quand j'ai quitté la banque, en fait, c'est là que j'ai vraiment parti mon entreprise. À ce moment-là, en fait, il y avait des opportunités de franchise et je suis rentré là-dedans. Ma conjointe à l'époque m'avait dit, écoute, il faut pas trouver l'opportunité parfaite, saute. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai appris vraiment c'est quoi la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur. Ouais. Définitivement, il y a une grosse différence quand c'est ton argent
et versus l'argent des autres. Et quand tu fais des erreurs, ben, définitivement, tu fais des erreurs avec l'argent des autres versus ton argent. Bien sûr. Et définitivement, dans des grosses entreprises, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de fonctions. Quand vous partez une entreprise From scratch, définitivement, vous faites tout. Alors, c'est de la comptabilité, que ça soit de payroll, que ça soit engagé, toutes les crises, les gestions de crise. Alors, le parcours entrepreneurial, c'est un parcours qui a beaucoup de up and down. C'est une montagne russe, dans le fond, d'émotions. Et je pense que au départ, j'étais toujours vraiment aligné sur la performance des revenus, la performance de la croissance des revenus, la croissance des affaires, que ce soit la banque, que ce soit quand j'ai parti, même les franchises. Et j'étais toujours dans un mode de solution, de régler des problèmes. Et pendant tout ce parcours-là, j'ai jamais réalisé vraiment que peut-être, tu sais, j'ai souvent investi dans mon développement, que ce soit par la banque ou que ce soit dans les franchises, mais j'ai jamais vraiment allé profondément à l'intérieur de moi pour vraiment réaliser c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire. Le why, T'sais, le fameux. C'est ça, vraiment le why. Alors, j'ai pris un step back. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, j'ai rencontré un groupe, j'ai joint une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Entrepreneur Organization, qui est une des plus grosses communautés d'entrepreneurs au monde. On a pas loin de 20 000 membres. Et c'est tous des entrepreneurs. C'est une compagnie, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui est bâti par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et là, ma croissance, en fait, dans mon why, la façon de voir les choses, mon network a complètement changé. Quand j'ai joint cette communauté-là, j'ai arrêté de me sentir seul. Parce que souvent, comme entrepreneur, on se sent seul. Parce que, je veux dire, écoute, on a des problèmes, des gros enjeux. Et on a l'impression qu'il n'y a personne qui va comprendre nos enjeux. Ouais. Et on se sent pas bien d'aller parler soit à notre conjointe, soit à notre famille des enjeux parce qu'ils comprendront pas les enjeux qu'on vit. Alors, à ce moment-là, on peut pas parler non plus aux employés. Parce que c'est sûr que si on parle aux employés, ça peut créer des peurs aux employés. Si on n'est pas capable de faire le payroll la semaine prochaine parce que les comptes recevables, l'argent n'est pas rentré, on n'est pas capable d'avoir un prêt à la banque. C'est toutes des choses qui arrivent parce qu'il y a des clients, des fois, qui payent pas les billes à temps. Alors, l'argent rentre pas nécessairement au moment qu'on a besoin de l'argent. Pas assez de fonds de roulement, mais c'est des problématiques que tous les entrepreneurs, en fait, auxquelles ils font face de manière générale. Hein. Et c'est ce qu'on se rend compte lorsqu'on fait partie d'une communauté entrepreneuriale. On rentre à la maison. On se rend compte qu'on n'est pas le seul à avoir ces défis-là. Et on se rend compte que on partage des expériences d'affaires et on se rend compte qu'en partageant nos expériences, on a de la croissance. Et c'est ce que j'ai réalisé. Et c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises dans mon parcours, de vraiment joindre et de m'investir dans une communauté entrepreneuriale. De miser sur ces communautés-là. Exactement. Et tant qu'on parle de communauté, du coup, tu es également investi dans les communautés francophones. Dans lesquels toi tu as investi de ton temps bien sûr et tu as été notamment au Club canadien de Toronto dans lequel tu as passé plusieurs années, tu étais un membre actif. Est-ce que ça aussi ça a été une fonction support pour toi au cours de ton parcours entrepreneurial? Définitivement. En fait, le Club canadien de Toronto, j'ai développé des liens d'amitié, des liens d'affaires. Ça a été en fait une expérience hors pair. D'un, j'étais sur le conseil d'administration. Probablement un de mes premiers rôles sur un conseil d'administration. Et j'étais président du conseil d'administration à la fin aussi. J'ai appris de des gens, la beauté du Club canadien de Toronto et l'expérience sur le conseil, c'est la diversité des gens qui sont sur le conseil d'administration. Bien sûr. Alors, il y a des avocats, il y a des banquiers, il y a des gens de tous les secteurs. Et c'est de regarder, en fait, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises pour la communauté, c'est l'opinion de tous les gens autour de la table. Qui est différente. Et en étant comme président du conseil, des fois, il faut trancher sur des décisions. Mais je pense dans l'esprit de collaboration et le respect des vues de chacun, c'était drôlement intéressant. On a fait aussi, j'étais sur le comité francophone de la ville de Toronto. Ouais. On avait ramené ça c'était intéressant aussi. On a fait un tournoi de golf aussi. On a donné de l'argent à différentes communautés. Francophone. Donc une vraie implication quand même dans la communauté francophone. C'est un petit peu le cœur de notre podcast, mais si j'avais une question pour toi, ça serait, est-ce que finalement la francophonie
a été pour toi un vecteur dans le cadre de ta vie, un vecteur de croissance, pardon, dans le cadre de ta vie entrepreneuriale? Est-ce que c'était quelque chose où tu as pu prendre des conseils? Est-ce que c'était quelque chose plutôt qui avait une fonction de support? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis d'ouvrir des portes parfois? Je pense que, en fait, les origines francophones et la langue francophone a toujours été importante tout au cours de ma vie. Je crois que définitivement, certains des contacts que j'ai via le Club canadien m'ont aidé même dans ma vie entrepreneuriale à l'heure actuelle, où j'ai communiqué avec certains des gens avec qui j'œuvrais au sein du Club canadien. Et définitivement, souvent, ils m'ont aidé à régler certains problèmes. Alors, je pense que les contacts, c'est très important dans la vie des affaires, mais dans la vie de tous les jours. Ouais. Et je pense que de s'impliquer dans sa communauté, de redonner, d'être au service des gens pour faire avancer la communauté, c'est quelque chose de très important. Et je pense que je veux remercier en fait tous les gens qui sont impliqués à l'heure actuelle au sein de toutes les communautés, et t'incluant, Nicolas, c'est très intéressant. Ben merci, mais c'est une initiative qui n'est pas portée que par moi, mais en tout cas, je te remercie de nous citer. Le but, c'est évidemment de mettre en lumière du coup cette francophonie-là entrepreneuriale, et puis surtout les inspirer en fait, tout simplement, parmi les parcours et les invités qu'on va avoir, dont le tien qui est très inspirant, et de leur donner peut-être soit des petits retours d'expérience, en tout cas, pour savoir bien sûr que la vie entrepreneuriale, qu'elle soit francophone ou pas, reste une vie entrepreneuriale faite de succès et d'échecs aussi, mais que du coup, ces communautés-là vont te servir un petit peu de support aussi parfois. Comme tu le dis, il y a un côté racine également, il y a un côté où on va peut-être se comprendre un peu mieux parfois, parce que la culture qui est un petit peu différente que celle de l'Ontario de manière générale anglophone. Mais aussi et surtout, quand on fait ce changement-là du Québec vers l'Ontario, en l'occurrence, on change carrément de culture. C'est pas la même manière de faire du business, c'est pas la même manière de networker, c'est pas la même manière de faire grandir une entreprise. En fonction des domaines, on va avoir une législation qui va être différente aussi, une réglementation qui va être différente. Donc il y a des enjeux qui sont quand même différents. Le but, c'est de pouvoir s'entraider, j'espère en tout cas, sur ces communautés-là. Exactement, définitivement. Je pense que quand on arrive de le regarder de cette optique-là, je t'écoutais parler juste il y a un moment à propos de comme arriver du Québec en Ontario, et j'essayais de penser mon parcours, et quand je suis arrivé en Ontario, ça fait tellement longtemps, mais je regarde, la première chose qui m'est arrivée, c'est comment que l'Ontario a changé des années 90 à aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que c'était Toronto et qu'est-ce que c'est Toronto aujourd'hui? Et c'était complètement différent. Je me rappelle, là, c'était très, très British. Oui. C'était pas aussi multiculturel que c'est là. Faut se rappeler que Montréal, quand même, a perdu beaucoup de grandes entreprises où les sièges sociaux sont déménagés à Toronto. Mais je regarde, puis j'essaie de me mettre dans la situation où je partirais du Québec. Aujourd'hui, je m'en viendrai en Ontario. Je pense que la première chose à faire, c'est définitivement regarder c'est quoi les organismes francophones à Toronto. Et en fait, de vraiment aller chercher le support de la communauté pour, en première étape, de rouvrir des portes et d'aller définitivement, surtout quand on est entrepreneur et on arrive à Toronto. Ce qui n'empêche pas d'avoir conscience aussi que on s'attaque à un marché qui va être quand même plus compétitif, de par la nature de Toronto, en l'occurrence à Toronto, en Ontario, un marché qui va être avec plus de concurrence. Et donc de faire ses devoirs en amont aussi, de faire des études de marché, de regarder un petit peu, même à distance, de commencer à se préparer mentalement, structurellement également, de regarder, comme je disais, tout ce qui est réglementation et tout ça autour, pour être sûr que quand on arrive quand même, on n'arrive pas non plus, je vais dire avec un caillou, c'est une expression qu'on dit, mais avec un petit caillou, et puis prier pour que tout se passe bien, parce que ça va pas forcément se passer bien. En tout cas, il y a des organismes qui t'aident du coup à démarrer, que ce soit pour networker, comme tu le disais bien, mais également pour te financer au départ, parce que tu fais partie de cette minorité francophone. Exactement. Et ça touche un point, je pense qu'on parle de difficultés, on parle un peu du défi d'être entrepreneur, et on parle pas souvent de la santé mentale de l'entrepreneur. Ouais. Et je pense que souvent, dans les hauts et les bas, ça peut être un haut très, très haut et un bas très, très bas, et puis ça peut arriver dans la même journée. Et souvent, quand on se dit ça va être la même, je viens de signer un contrat pour 500 000 $ ou whatever, c'est quoi le montant du contrat?
Et par la suite, tout de suite après, 5 minutes plus tard, j'ai une poursuite pour 1 million. Ou peu importe, j'ai un employé qui quitte, un employé clé qui quitte. Je veux dire, il y a tout le temps, c'est comme des surprises. Ouais. Et c'est toujours des choses qui changent à tous les jours. Des défis souvent qu'on s'attend pas. Mais comme je disais tantôt, souvent on se sent seul comme fondateur parce qu'on n'est pas capable de partager tous ces défis-là avec personne. Fait que souvent on met ça sur nos épaules et on sent pas qu'on a le support. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs au sein des communautés entrepreneuriales ou qui font pas partie d'une communauté et qui sont seuls à l'heure actuelle. Et moi, ce que je dis à ces entrepreneurs-là, c'est oser joindre la communauté, oser aller voir des communautés où les entrepreneurs sont et faites vos recherches et trouvez celle qui vous convient et investissez-vous dans la communauté et soyez de service à la communauté. Vous allez rencontrer des gens drôlement intéressants. Bien sûr. Et ça va vous permettre, en fait, de grandir comme entrepreneur. Oui, tout à fait. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, on a la chance quand même de tourner dans un incubateur. Ça fait partie des organismes, le Collège Boréal notamment, qui œuvre et qui agit pour justement créer ces écosystèmes, créer ces communautés professionnelles d'entrepreneurs. Mais de manière générale, j'ai aussi envie de dire qu'il y a cette fonction un peu de mentoring. Lorsqu'on démarre notamment, qui est importante, tu l'as cité au travers de ton parcours, mais le but, c'est pas de recevoir des conseils, le but, c'est de recevoir des retours d'expérience. Et puis, être entrepreneur, c'est faire des erreurs avant tout, je crois. L'avantage, c'est que si on a un mentor et si on a des retours d'expérience, on va en faire dans tous les cas, de toute façon, des erreurs, mais en tout cas, on va pouvoir peut-être éviter celles auxquelles on fait face nos mentors. En fait, je pense qu'on veut faire le moins d'erreurs possible. Oui. Je pense que des erreurs, si on veut les appeler, j'aime pas nécessairement le terme erreur, parce que je pense que c'est une route progressive. Je pense que lorsqu'on avance, en fait, on a des opportunités d'apprentissage. Alors, je pense que à chaque fois qu'on avance sur la route, on apprend des choses qui nous permettent en fait de grandir et qui nous permettent de nous amener à d'autres places. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est quand on a un autre entrepreneur que lui est peut-être plus loin dans la route, souvent, il a vu certaines de ces opportunités d'apprentissage-là, qui peut partager son opportunité ou qu'est-ce qui est arrivé dans cet apprentissage-là et c'est quoi ses conclusions. Et quand on fait du partage d'expérience, déjà là, je pense qu'on peut sauver beaucoup de temps et on peut accélérer la croissance dans l'entrepreneuriat de façon significative. Et comme tu le dis, on se sent beaucoup seul, mais j'ai le sentiment que ces opportunités d'apprentissage, comme tu le dis, pour les entrepreneurs, elles suivent toutes le même pattern. Ça reste sur les mêmes sujets de manière générale. Ça va être la vente, ça va être le scaling, la croissance. C'est des sujets qui reviennent toujours. Et puis c'est là que le retour d'expérience va être, je pense, important. Exactement. En fait, je pense que même du côté humain, il y a beaucoup d'expérience de comment gérer différentes choses aussi. Il y a l'entreprise. Nous autres, on regarde souvent dans IO, on travaille sur le 5%. Ouais. Alors, ce qu'on dit, c'est quoi ton 5%? De façon mensuelle, on regarde à ce niveau-là. Le reste du 95 n'est pas important, mais on regarde vraiment dans le 5%, que ce soit les bas ou que ce soit les hauts. Ouais. Et on travaille dessus, on partage ça avec le groupe entrepreneur, du côté business, du côté personnel et du côté famille. Fait qu'on regarde, en fait, on travaille avec les émotions et on regarde cette situation-là, dans ce 5%-là, au niveau de la business, c'était quoi les émotions que ça l'a apporté? Puis pourquoi que ces émotions-là sont importantes? Ouais. Fait qu'on travaille beaucoup de l'expérience humaine est une expérience émotionnelle, c'est une expérience, on sent toutes sortes de choses et on travaille plus là-dessus, c'est quoi ces sentiments-là, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi que c'est arrivé, comment j'ai réagi dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Et les gens partagent, eux, comment ils ont vécu ça. Et là, en regardant ça, on peut arriver avec des solutions aux défis. Oui, bien sûr. Tu me parles d'expérience humaine. Je pense que c'est ce qui me touche le plus. À la fin, on est tous, bien sûr, des humains. Networker, c'est communiquer, c'est connecter avec les personnes. Vendre, c'est la même chose, d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est une volonté aussi de pouvoir aider les gens. Donc, tout ça, c'est vraiment relié profondément à l'humain et aux interactions de l'humain. Et donc, finalement, se concentrer sur ça ou du moins le prendre en compte dans ton parcours entrepreneurial, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. Je vais te parler de quelque chose, mais lorsqu'on est entrepreneur, on a parfois l'impression qu'on doit être quelqu'un de différent
que l'on est en fait à la base. Ça rejoint un petit peu la question du why. On a l'impression de devoir rentrer dans des cases, de devoir faire certaines actions qui te plaisent pas. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire que ce qui te plaît, bien sûr. Hein. Le but, c'est bien sûr de faire ce qu'il faut faire avant tout. Mais il y a aussi ce côté personnalité, presque. Toi, tu as une personnalité qui communique beaucoup, qui transmet beaucoup, et on le voit aujourd'hui à travers de ce balado. Mais il y a ce côté aussi, sois toi-même. N'aie pas peur d'être la personne et de te présenter comme une personne humaine avant tout. N'aie pas peur de montrer que la vie n'est pas toute belle, n'est pas toute facile non plus. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est l'école de la vie. Exactement. Je pense que s'accepter et d'avoir de l'amour pour soi-même, en fait, on a 2 choix dans la vie. On peut vivre dans les peurs, on peut vivre dans l'amour. Et je crois que les mots qu'on utilise et la façon qu'on communique, sans s'en rendre compte, des fois, on peut parler d'un point de vue de peur. Mm-hmm. Et l'opposé de l'amour, c'est les peurs. Alors, je pense que quand on commence à contrôler les peurs, comme moi, j'ai fait plusieurs efforts, j'ai des peurs des hauteurs. Et j'ai décidé, en fait, de conquérir les peurs des hauteurs. Et ce que j'ai fait avec mes entrepreneurs, mes amis entrepreneurs de la communauté de Toronto, j'étais allé sur la tour du Sienne et j'ai fait le Edge Walk. Oh my God. ouais. Et j'avais vraiment peur des hauteurs. Mes enfants disaient, papa, tu vas aller faire le Edge Walk? Ouais. Oui. T'es-tu sûr? T'es-tu capable de faire ça? J'ai dit, pourquoi je serais pas capable de faire ça? Mais avoir vraiment cette compréhension de soi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment ce qui va débloquer quelque chose, qui va être le déclic pour beaucoup d'entrepreneurs, qui va vraiment leur donner ce coup de boost à avancer parce qu'on va plus jouer un rôle, en fait. On va vraiment être avec tout son cœur dans son entreprise et dans ce qu'on essaie de faire et de croître. Surtout dans le monde qu'on vit actuellement, je pense que c'est un monde qui est rempli de peur. C'est un monde qui alimente l'ensemble de la population avec des peurs. Ouais. Et comme entrepreneur, en fait, il faut être l'opposé des peurs. Parce que si on commence déjà comme entrepreneur et on a peur, je pense que notre style de leadership, les gens sentent les peurs. Et juste le fait que les peurs soient là, dans la vibration humaine, sans le langage non verbal et les vibrations humaines sont senties déjà avec l'autre personne qui est ou les employés ou dans une entrevue. Oui, bien sûr. Comment s'entourer des bonnes personnes parce qu'on parle souvent, on parlait justement de ressources humaines et de connexion et comment on connecte avec les autres humains. Dans une entreprise, je pense que dans toute entreprise, les ressources humaines et comment on s'entoure est très important. Oui, tout à fait. Et on dit aussi qu'on est la somme des personnes qui nous entourent. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de vrai? Définitivement, je pense que de bâtir l'équipe et d'avoir une équipe avec des valeurs qui sont similaires à nos valeurs, c'est ce qui fait toute la différence. Et je pense que souvent, en tout cas dans ma carrière, quand je regarde à date ce que j'ai fait, souvent, si j'avais vraiment écouté les valeurs, j'avais vraiment eu une définition précise de c'est quoi mes valeurs, je pense que j'aurais probablement, je me serais débarrassé de certains employés beaucoup plus rapidement. Ouais. Et j'aurais pris des décisions beaucoup plus claires. Parce que des fois, c'est difficile. On a des attachements, on a des relations avec les gens. Mais quand il y a un conflit de valeurs, je pense qu'il faut en prendre conscience. Et souvent, c'est ce qui fait en sorte que dans l'entreprise aussi, cette personne-là qui n'a pas les mêmes valeurs amène le reste des employés dans des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Et toi, tu es le fondateur. Alors, tu veux avoir les valeurs qui sont une réflexion de tes valeurs. Ton rôle en tant qu'entrepreneur, finalement, fondateur d'une entreprise, c'est mettre une équipe de gens, talentueux, mais surtout de les mettre sur la même voie, sur la même route pour achever ta vision. Donc, il faut qu'il y ait une vision qui soit alignée, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit vraiment présente, que les gens se sentent impliqués. C'est sûr que toi, en tant que fondateur, c'est ton cœur qui y est et c'est toute ton âme. Donc, forcément, tu es peut-être à 400% là où eux, ils sont à 200%. Mais déjà, il faudrait qu'ils soient à 200%. Ça serait déjà un bon. Ouais. Puis, un autre point de vue aussi qui est important, je pense, parce qu'on parle de différentes perspectives sur l'entrepreneuriat. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi comme entrepreneur, savoir quand est-ce sortir d'une entreprise. Ouais. Et souvent, la plupart des fondateurs sont attachés de façon significative émotionnellement à l'entreprise, aux employés. Et c'est une décision qui est très, très difficile. Mais il faut vraiment évaluer l'ensemble de la situation. Et quand c'est le temps de sortir, c'est le temps de sortir.
C'est comme n'importe quel investissement. Quand c'est le temps de sortir, c'est le temps de sortir. Puis souvent, quand on sort pas, puis on continue à mettre de l'argent dedans, ben on regarde par la suite, on dit pourquoi j'ai mis tant d'argent dans cet investissement-là. Et souvent, l'investissement, on n'a pas de retour. Bien sûr. On regarde en arrière, puis on dit j'aurais dû faire ça, mais je pense que c'est d'être capable de faire ça dans le moment et d'être capable de vraiment mettre les émotions de côté et de regarder de façon rationnelle et de prendre une décision vraiment rationnelle. Prendre un petit peu de recul et prendre les décisions là où il faut. Prendre aussi ces événements-là comme des opportunités d'apprentissage, comme tu le disais. Exactement. On peut le mettre dans ce cadre-là, puisque l'activité, l'entreprise que tu vas acquérir, que tu vas construire juste après, elle bénéficiera de toute cette expérience que toi, tu as accumulée au travers de toutes ces années. Bon, j'ai une dernière question pour toi. On va faire un petit jeu. Je suis francophone. Je parle anglais, mais bon, vraiment, je commence. C'est pas ma force. Moi, j'ai envie de miser sur le français. J'arrive à Toronto, me demande pas pourquoi. Mais surtout, j'ai envie de me lancer. C'est quoi les premières étapes que je dois faire? C'est où que je dois aller? Et c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ce type de personnes-là? Ben, je pense que définitivement, le Club canadien, Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, plusieurs autres organismes, je veux pas en oublier. Là, ouais, bien sûr, il y a la Société économique de l'Ontario aussi qui parle francophone. Exactement, mais il y a un tas de beaux organismes, belles initiatives comme celle-là. Exactement. Je pense que de commencer à faire du réseautage, je pense que le plus de monde qu'on rencontre, le mieux que c'est, on sait jamais qui on va rencontrer. On sait jamais où ça va nous amener. Mais une chose amène à une autre chose. Éventuellement, ça vient clair. Mais se donner le temps d'évaluer le marché, d'évaluer qu'est-ce qui se passe, d'évaluer les opportunités, les communautés dans lesquelles on peut œuvrer. Et c'est sûr qu'avec la langue, c'est beaucoup plus facile de rentrer via la communauté francophone. Et après ça, définitivement, ce que je dis, c'est pas de se limiter à la communauté francophone, mais d'utiliser la communauté francophone comme encre, dans le fond, pour développer le reste du Toronto. Parce que c'est sûr que, comparativement à la population de Toronto, la communauté francophone est quand même petite par rapport à l'ensemble de la communauté. Fait que comme homme d'affaires, c'est sûr qu'il y a beaucoup de marchés à Toronto, à l'extérieur de la communauté francophone, dans d'autres communautés aussi. Mais je pense que c'est plus facile d'œuvrer, si on est Québécois, d'aller dans notre propre communauté pour débuter dans une journée entrepreneuriale qui serait à Toronto, dans une grande ville comme Toronto. Pour avoir des premiers contacts, il y a un côté rassurant, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais de support. Et puis du coup, donner à ces organismes-là, c'est aussi faire sa part un petit peu, et puis ça va ouvrir les premières portes, comme tu le dis, pour ensuite agrandir un petit peu son cercle de networking à l'anglophone et d'autres langues, pourquoi pas. Exactement, puis ça me fait penser justement, à l'époque, on avait la soirée Québec qui se passait toujours dans le temps de la Saint-Jean. Et c'est ce que le Bureau du Québec faisait, c'est en fait des entrepreneurs québécois qui venaient à Toronto, et on avait probablement 500 à 600 francophones qui venaient à l'événement, et les entreprises québécoises étaient de mise. Un vrai rendez-vous de la francophonie. Exactement, c'était très, très intéressant. Ouais, ce serait génial qu'on ait d'autres initiatives comme celle-là. Yannick Rose, merci. Merci encore pour ton temps. Où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités professionnelles, j'imagine LinkedIn? Ouais, LinkedIn est une belle place pour, retrouver dans le fond, de communiquer avec moi via LinkedIn, c'est la façon la plus simple. Bon, bah super. Je te remercie encore pour ton temps. Ça a été extraordinaire d'en apprendre plus sur ton parcours et de recevoir tes conseils. Et puis pour terminer, je tiens à remercier encore une fois le gouvernement de l'Ontario et du Québec pour cette belle initiative et le Collège Boréal avec l'incubateur EIRI. Et puis, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le commenter sur toutes les plateformes de streaming. Merci à tous.